Donc voilà, on est ici réunis pour vous présenter le cinquième livre du Sapin, commis par Axel Cornil, hein, un plus ou moins jeune auteur qui est né un an après la malheureuse chute du mur de Berlin. On m'avait dit de pas commencer comme ça, mais ça va, je vois que ça marche quand même. À la base, Axel, toi, tu es plutôt auteur pour le théâtre, enfin, tu es comédien, metteur en scène. Un bref passage supprimé dans un film aussi de ce que tu m'as dit. Ouais. Donc tu écris aussi pour le théâtre et tu mets en scène. Tu es né, ce qui va revêtir une certaine importance pour la suite de notre discussion, dans la périphérie de Mons, dans le Borinage. Et tu as fait, puisqu'il faut bien citer tes titres, le Conservatoire Royal de Mons et l'INSAS. Personne n'est parfait. La première question que j'ai envie de te poser, enfin, je vais peut-être d'abord sommairement décrire une bonne dose d'humanité. Le titre en lui-même pose déjà un certain décor, que ce soit si on a fait une analyse de titre, la question de la dose et la question de l'humanité, vous ne serez pas surpris d'apprendre que c'est presque un manifeste anti-humaniste. Hein. L'humanité dont il est question ici, elle est fondamentalement errante, fondamentalement en décrépitude et fondamentalement à la recherche d'une joie qui n'arrive jamais vraiment, ou alors qui est tellement éphémère par son intensité qu'à celle-ci se succèdent, somme toute, des descentes, et j'emploie le mot à dessein pour tous les camarades drogués que je reconnais ici, il y en a quelques-uns quand même. La première question que j'ai envie de te poser par rapport à une bonne dose d'humanité, c'est dans une interview que tu avais donnée à je ne sais plus quel magazine, tu décrivais l'écriture théâtrale comme quelque chose de fondamentalement collectif, quoi, comme une histoire de bande. Tu parlais même de ta première pièce de théâtre comme d'un pari de garnement. Donc, comment tu décrirais la différence de démarche qu'il peut avoir entre cette écriture qui est collective, celle d'où tu viens, ou en tout cas qui a un débouché collectif, et tout d'un coup cette forme assez individuelle que peut prendre l'écriture poétique qui n'a pas qui n'est pas à dessein de déboucher sur une mise en vue collective, quoi. Ouais. Ben oui, le théâtre, écrire pour le théâtre, c'est un peu écrire pour. Après, il y a plein d'écritures pour la scène. Mais moi, j'ai une formation assez classique, etc. Et donc, dans le théâtre, pour moi, c'était vraiment écrire des scènes, donc écrire des dialogues, la plupart du temps. Donc des gens qui se répondent, où il y a un peu des didascalies, etc., des situations, et il y a beaucoup la question de la situation, de ce que se disent les gens dans ces situations, et de comment les corps agissent entre eux dans ces situations. Je dirais que c'est vraiment ça, pour moi, l'essence de l'écriture théâtrale, dans la manière dont je la pratique. Après, il y a plein d'autres écritures pour la scène, mais c'est vraiment du théâtre dramatique, quoi. Quelqu'un entre dans une pièce, dit quelque chose à quelqu'un d'autre, et puis l'autre lui répond, etc. Et donc, ça génère d'office un truc de bande, puisqu'il y a plusieurs personnes. Dans cet endroit-là, il y a plusieurs personnes qui vont interagir, etc. Aussi parce que l'écriture théâtrale, c'était fort lié au fait d'écrire pour des gens que je connaissais. Pour des amis, des camarades avec qui on était en classe, etc., dont je savais ou supposais ou je fantasmais qu'ils pourraient peut-être jouer tel rôle, etc. Et donc du coup c'était d'office quelque chose qui circulait entre nous, quoi, entre nous, entre personnes qui faisions cette chose-là, qui apprenions et faisions du théâtre. D'où cette histoire de bande, quoi. D'où cette histoire de par la bande, et aussi parce que dans l'écriture théâtrale, je trouvais, il y a un truc qui est un peu chouette, qui est du côté de la bande, toujours un peu ce qu'on dira ou ce qui sera représenté et ce qu'on sait de manière souterraine. Dans l'écriture, il y a plein de choses souterraines qui la nourrissent et qui ne sont pas dites, mais qu'on sait, qui sont un peu des mots cachés ou des choses secrètes voilà. D'où l'histoire de la bande aussi, parce que je trouve que les bandes, c'est toujours un peu à la fois des relations de groupe et des relations de secret aussi, finalement. Voilà, ça c'est le théâtre. Et ce qui est très différent avec la poésie, je pense, c'est que c'est d'office un jeu.
Et donc il n'y a plus cette question de groupe, il n'y a plus cette question de circulation. Il y a vraiment une question il n'y a même plus cette question de représentation, parce que l'écriture théâtrale, c'est vraiment la question de la représentation, elle est tout le temps présente. Que la poésie, c'est vraiment un jeu, et pour moi, c'est juste l'expression. Enfin, c'est l'expression d'un jeu, et c'est rien. Enfin, voilà, c'est plus à l'os, quoi. Il y a beaucoup moins quelque part de couches, j'ai envie de dire. Enfin, de millefeuilles, c'est moins un millefeuille. C'est vraiment plus à l'os, plus dans la manière dont je le perçois, plus austère. Et c'est la mise en jeu d'un jeu, la mise en écriture d'un jeu, et de devoir assumer ce jeu et ce qu'on a envie de dire par là, quoi. Mais donc, quelque part, si je comprends bien, sans que ce soit péjoratif, hein, cela dit, il y a peut-être une manière plus cryptique de se dévoiler dans le théâtre. Et là, à travers le processus poétique, finalement, le jeu que tu mets en scène à l'intérieur du texte est peut-être plus honnête, plus médiocre dans le sens premier du terme. Oui, je crois. En tout cas, ouais, je crois. Je pense que le théâtre, on triche toujours. Et donc, l'écriture théâtrale, elle triche tout le temps. L'écriture poétique, je pense qu'elle triche beaucoup moins. Je crois qu'elle est beaucoup. En tout cas, ouais, je sais pas. Après, elle est beaucoup plus honnête, ou elle tend à être beaucoup plus honnête, à être beaucoup plus dans le dévoilement que dans la tricherie. Là où le théâtre, pour moi, c'est toujours une mascarade. Et qu'est-ce qui t'a donné envie, du coup, de passer de l'un à l'autre ? C'est arrivé. Alors, j'ai toujours écrit des poèmes. J'ai jamais vraiment assumé de le faire. Mais à un moment, au bout d'avoir fait quelques spectacles et écrit quelques textes, j'ai eu une aventure très malheureuse dans le théâtre. Très malheureuse pour plein de raisons, et pour des raisons professionnelles et pour des raisons personnelles. Et j'ai eu envie de remiser ma double casquette auteur-metteur en scène, et de dire que je n'étais que auteur, et de me concentrer vraiment sur le fait d'écrire et sur aller au bout d'un geste d'écriture. Aussi parce que, et ça c'est peut-être un peu violent, mais dans le théâtre il est très facile d'être auteuriste, et je trouve que c'est fort un truc très galvaudé, et j'avais envie d'aller au bout et de me confronter à quelque chose de beaucoup plus solitaire pour voir si c'était quelque chose qui tenait vis-à-vis de moi-même, le fait d'écrire. Ok, intéressant. Parmi les pièces que tu as écrites, il y en a une qui s'appelle Ravachol, que j'ai pas eu la chance de voir, mais pour ceux qui le savent pas, Ravachol, c'est un anarchiste individualiste de la fin du 19e siècle, qui a laissé... dont le nom est célèbre pour un certain nombre d'attentats. Et j'ai appris en me renseignant sur toi que Ravachol, c'était aussi une expression qui était utilisée dans le borinage d'où tu viens, et qui désigne, tu me reprends si je me trompe, un bagarreur qui ne fait pas grand cas des conséquences de ses actions, quoi. Tout ça pour en arriver à l'importance que revêt dans ton œuvre, en général, le borinage. C'est quelque chose vers lequel tu reviens tout le temps, une espèce d'origine sociale qui est à peu près en fait constamment citée. Et après, on va un peu plus aller au fond de cette origine géographique, mais je résiste pas à l'idée de vous lire le texte d'introduction d'une bonne dose d'humanité, qui à la base en fait était une adresse aux éditeurs, parce que je pense que tu as envoyé à plusieurs éditeurs ce texte, et que comme les éditions en Belgique sont quand même en très mauvais état, il faut dire la vérité, il n'y a pas eu énormément de réponses, alors heureusement. Non, je l'ai envoyé quand même. Pardon, excusez-moi,
On était sur le... Oh, Non, j'ai non. oublié exactement ce que je viens de dire. Donc, Non, on a eu... bien sûr, évidemment. Ah oui. Non, mais c'est la vérité. Enfin, il faut dire qu'au Sapin, en fait, il y a une importance pour nous à publier des premiers textes d'auteurs. C'est quelque chose de très, très important pour nous, dans le sens où, en fait, c'est très difficile aujourd'hui de se faire éditer, puisque les milieux de la littérature sont des milieux qui, comme à peu près tous les milieux de l'art, sont remplis d'un copinage assez dégueulasse. Et bon, voilà, quand vous voyez quelqu'un être édité ou une statue être mise dans la rue, demandez-vous toujours c'est le cousin de qui, quoi. Enfin, voilà. Donc, je reviendrai là-dessus. Mais je vais d'abord donc lire ce texte-là, qui est où d'ailleurs? Je vais te le prendre là-dessus. Qui à la base était une lettre envoyée aux éditeurs, mais que, en tant que personne qui est de prime abord retravaillé le texte avec Axel, je trouve vraiment très bonne sous une forme poétique. Donc je vais te demander de la remettre sous la forme poétique et est contenu dans cette introduction absolument tout le reste de l'œuvre. Et c'est en ça que c'est vraiment une très bonne introduction. Ça s'appelle Au départ. Je viens de la banlieue de Mons, une ville de province en Belgique francophone d'une terre qu'on appelle le Borinage. Van Gogh y a été pasteur en son temps. C'était sa période de misère florissante. Je viens de cette ancienne région minière qui a connu son apogée lors de la révolution industrielle. Depuis, elle vivote péniblement. Cela fait tellement longtemps qu'il est difficile de croire qu'elle a connu un jour des heures de gloire. Le taux de chômage y atteint des pics qui la placent dans le haut des courbes européennes. Première de classe des mauvais élèves de la glande. Première de classe des mauvais élèves. La glande et la dèche occupent une bonne partie du temps, ainsi que le sentiment étrange que la vie se passe ailleurs, dans d'autres lieux, pour d'autres gens. J'y ai vécu toute ma jeunesse. J'en garde un fond de bile dans les gencives, un goût prononcé pour ce qui est poisseux. Je suis par ailleurs un dyslexique, en liberté conditionnelle dans la langue française. À 7 ans, je ne savais ni lire ni écrire. Complètement analphabète. Cela emmerdait mes parents. J'ai passé mon enfance entre cours particuliers de français et séances de logopédie à courir derrière la grammaire, la syntaxe. Une fois arrivé au bout de mon chemin de croix, les livres ne m'ont plus quitté. J'écris depuis ce double endroit, le borinage et ma dyslexie. Je fais des vers boiteux dont la démarche rend compte de ma claudication dans la langue. L'enfant mal foutu en moi les écrit, des vers aux rimes pauvres, parfois inexistantes, des vers à la gueule de traviole, n'ayant aucune métrique, aucune forme particulière, surtout pas une forme classique, sonnets, quatrains, octosyllabes, alexandrins et autres canons, même si je les admire, me sont totalement inaccessibles. Pas ma langue, pas mon territoire. Il y a là-dedans une mise en mots, un effort de tenue dont je suis incapable, qui ne colle pas avec ma démarche de sale John. Et la colère que j'ai en poche. Ma poésie est ignorante. Je cherche un geste naïf, loin des académismes. Je compose des vers, des images dont on peut se saisir comme on prendrait la clé des champs. Je revendique qu'elles soient mal foutues, un peu moches. Il n'y a pas à la rendre plus belle que le jargon de mioche que je baragouinais, les mains dans la boue, le cul mal torché. Mes poèmes s'ignorent aussi eux-mêmes. Ils ne savent pas ce dont ils sont l'intuition. Ils trébuchent sur leurs conclusions ou sur la vérité qu'ils tentent de saisir, à l'inverse des fables savamment construites pour délivrer une morale qui enseigne, édifie les lecteurs, les lectrices. Mes poèmes cherchent à tâtons, se heurtent à ce qu'ils formulent, tournent en rond, délivrent ce qu'ils observent avec brutalité. Ils passent au crible mes impostures, parfois celles de mon époque. Ils les aspergent au vitriol sans concession aucune. Écrire et cogner me semble être une seule discipline. Je cherche à capturer la vie. Ses contradictions, ses paradoxes, ses cruautés, je le fais comme elles se présentent à moi, avec violence, vulgarité. À l'heure où les donneurs de leçons, les dealers de morale n'ont même plus la décence de cacher leur ignominie, à l'époque où la technique, le progrès sont des cultes, où Steve Jobs, Elon Musk sont les nouvelles divinités du panthéon de notre modernité, au moment où être humain ne semble qu'une imperfection à corriger, j'ai le désir d'écrire l'immonde, l'infâme, la rature, le vice qui font l'essence de notre humanité. Ce recueil a pour seule ambition d'être un shot de poésie, comme un alcool fort qui fait tousser l'âme, grille quelques neurones. Je ne vous ferai pas l'affront de vous souhaiter une bonne lecture. Si vous lisez ces lignes,
plus besoin de politesse entre nous. À chaque fois. Donc le ton est donné, quoi, et l'ensemble du recueil a un ton comme ça, assez direct, avec un style qui ne s'interdit pas d'employer des mots qui ne seraient pas admis dans des poésies, disons, plus classiques ou plus guindées, quoi. Alors, tu définis ta double origine presque. Enfin, tu définis la langue comme territoire, et puis tu définis presque ce territoire avec cette double origine, à la fois ta dyslexie et le borinage. Et la question du borinage, elle est revenue aussi dans une de tes pièces qui s'appelle Du béton dans les plumes, où j'ai non plus pas eu la chance de la voir, mais où, si je ne m'abuse, tu décris des pérégrinations un peu adolescentes ou post-adolescentes au pied des terris, dans ce borinage qui a l'air un peu désespéré et duquel il semble que tu te fasses l'idée d'une vie qui en fait ne se passe pas là mais qui devrait être ailleurs, avec cette phrase que j'ai trouvée merveilleuse. Tu dis avec les terrils qui sont comme des points de fuite. Et cette espèce de rapport que tu sembles avoir au borinage, tu as l'air d'être hanté par cette idée très rimbaldienne que la vraie vie serait ailleurs. Alors, est-ce que tu peux nous expliciter pourquoi, en fait, cette origine boraine revient systématiquement? Et est-ce que, en quittant le borinage, tu l'as finalement trouvé, la vraie vie? Ok. Alors, le borinage, je pense que ça compte. Je ne sais pas comment. Bon, enfin voilà, l'origine c'est un malheur, quoi. Tu vois, je sais pas, il y a le malheur de l'origine. On vient de quelque part. Ça nous donne un point de vue sur le monde, et on peut. Enfin, bizarrement, moi je pense que c'est impossible de s'en défaire. En tout cas, c'est une de mes convictions, c'est que quand on vient de quelque part, on ne peut pas se défaire de l'endroit d'où on vient. Enfin, on peut être contre, avec, etc. On peut passer, enfin voilà, on peut avoir tous les rapports dynamiques avec ça, mais on vient de quelque part et ça donne un point de vue sur le monde. C'est un endroit d'où on le regarde, dont on l'a regardé quand on était enfant, dont on l'a regardé quand on était jeune, etc. Ou peu importe. Et même l'arrachement perpétuel serait une forme enfin, je veux dire, serait une forme de point de vue sur le monde, d'être tout le temps en exil, etc. Moi, il se fait que voilà, j'ai grandi, j'ai passé les 22 premières années de ma vie au même endroit. C'est Mons, c'est le borinage, etc. Et ça me donne un point de vue sur le monde. Et je pense que c'est trop les années formatrices, etc. Dans la vie de quelqu'un. C'est fini. Enfin, je suis dans ce creuset-là. Et je pourrais passer je ne sais pas jusqu'à quel âge je vivrai, mais tout le reste de ma vie ailleurs, je ne pourrais jamais regarder le monde autrement qu'en partie de ce point de vue, en partie de cet endroit-là du monde, je crois. Je pense que ce serait trop difficile de s'en défaire, pour moi. Il y a un rapport dynamique d'amour-haine par rapport à ça, de retour perpétuel et en même temps d'envie de s'en extraire. Ouais. Ça, c'est ça. Et puis c'est une région très particulière parce qu'en même temps, elle est très. Enfin, c'est à la fois une ancienne région ouvrière avec des champs, etc. Et plein de choses. Et en même temps, elle est déserte. Je sais pas comment expliquer. C'est comme un désert. Enfin bref. Voilà. Il y a plein de choses qui existent là-dedans, qui me tiennent là. Et même si maintenant, ça fait 12 ans que je suis à Bruxelles, je sais que j'écris encore en étant, et puis, enfin voilà, le poème, enfin au départ, en venant de là, quoi. Et puis, enfin voilà, l'écriture, ça a toujours un rapport un peu à l'enfance et tout, à plein de choses. Et je sais que c'est de là que j'écris. Ça, c'est pour le borinage. Pour la vraie vie, bah, c'est compliqué parce que c'est toujours, non, je l'ai pas trouvé en étant à Bruxelles. Enfin, si. Spoiler, hein, parce que... Si et non, c'est voilà, si et non. Je sais pas, j'ai cru en partant de là que j'allais vivre quelque chose et j'ai vécu quelque chose, mais c'est pas ce que j'espérais.
Et ça, c'est la base. Je pense que quand on espère quelque chose, on se rate. Et c'est très bien parce que finalement, c'est un retour à l'enseignement de là d'où je venais, c'est que ouais, c'est un rapport à espérer. Enfin, oui, c'est toujours la même chose. On a des attentes et puis c'est très bien d'être déçu. Donc non, j'ai pas trouvé la vraie vie. Je crois que c'est de toute façon inaccessible. Enfin, je sais pas, c'est trop compliqué, quoi. Mais Bruxelles n'est pas plus la vraie vie que le borinage. Après, il y a quand même eu une forme d'aspiration, d'atteindre, d'accéder à des choses. Je sais pas comment expliquer. Ouais. Quand je dis que je viens de borinage, ouais. J'ai quand même touché du doigt des choses, mais c'est pas la vraie vie pour autant. Mais j'ai touché du doigt des choses que je ne touchais pas quand je venais de Mons. Voilà. Des réalités, des mondes qui sont très différents et qui étaient totalement autres que celui que je vivais. Mais ça ne veut pas dire que la vraie vie est là. Après, enfin, voilà, il y a une espèce de fantasme aussi sur ce rapport à la vraie vie. Finalement, il n'y a pas de vrai. Enfin, c'est un fantasme. Oui, parce que il faudrait pouvoir s'en défaire. Finalement, dans le recueil, on se balade à beaucoup d'endroits. Bruxelles commence à prendre de l'importance en tant que presque personnage du recueil, mais finalement, ça arrive que vers la fin. Et on fait un passage par Dinan aussi, et puis par des lieux qui sont des non-lieux, quoi. Il y a un poème sur le Burger King, il y a un poème sur un snack, il y a des poèmes en boîte de nuit, mais ça c'est quand même plutôt Bruxelles, mais c'est chaque fois décrit comme des espèces de non-lieux, donc c'est marrant parce que d'un côté, et ça doit pas être hyper évident à vivre, d'un côté l'origine est une déchéance, mais le devenir l'est aussi. Je crois qu'il n'y a pas énormément d'espoir. Enfin, si sur la fin quand même. Non, mais après, je sais pas, du coup, tu vois, je veux dire, par exemple, venir de là, ça me donne vraiment un amour profond pour les endroits qui sont mal foutus et qui n'ont pas de. Genre les snacks. Je trouve que l'architecture des snacks et tout, c'est fascinant. Je pense que ça me vient de là, enfin, je dirais pas, ça vient pas d'ailleurs, ça vient vraiment d'avoir grandi dans des lieux qui sont vraiment beaucoup mal foutus. Mais parce que en même temps, ce qui est aussi intéressant dans ce recueil, c'est qu'on y croise un certain nombre de personnages, et les seuls personnages enfin pas les seuls, mais les personnages qui existent le plus qui existent en tant que personne, en tant qu'être humain. La plupart du temps, c'est des vaincus. C'est des vaincus de la société, et finalement, même si tu les décris avec une certaine dureté, un certain réalisme très cash et très cru, on ressort aussi une certaine tendresse. Alors qu'à l'intérieur du recueil, il y a un rapport permanent à la bourgeoisie qui, lui, pour le coup, n'est absolument pas tendre. Et d'ailleurs, tous les bourgeois là-dedans ne sont pas des personnages. C'est des bourgeois et ils sont décrits en tant que bourgeois, sans nom, sans situation, enfin, presque carrément interchangeables, quoi. Donc. Ouais, après, la bourgeoisie produit assez de choses sur les individus qu'elle produit. Enfin, tu vois, je veux dire, ils ont vraiment pas besoin de moi pour les défendre, je pense. Ça, c'est vraiment ça. Et voilà. Et je peux pas faire ça. Ce serait trop une trahison. Donc je préfère, oui, pour moi c'est vraiment, oui, effectivement, c'est la classe bourgeoise, et par contre il y a des SDF, des clodos, des fous, enfin voilà, et c'est des individus très situés. Mais ça, oui, c'est un choix poético-politique. C'est un choix ou ça t'est venu comme ça? Je sais pas si c'est si conscient, je le conscientise après, mais en tout cas c'est comme ça, oui. Des individus. Oui, les peintures d'individus que je fais qui sont à la marge et tout. Mais c'est là où c'est un point de vue sur le monde, c'est-à-dire que c'est ça qui retient mon attention. C'est pas. C'est elles qui retiennent mon attention et qui retiennent mon affection. En fait, voilà, c'est d'où je viens. C'est eux, enfin, c'est à elles et à eux que je m'intéresse. C'est vrai que c'est intéressant parce que parmi les personnages célèbres, sympathiques, hein, donc pas Steve Jobs et Elon Musk qui ne sont pas du tout sympathiques, il y en a. Van Gogh est évoqué 2 fois, Nietzsche est évoqué 1 fois, et c'est vrai qu'on peut trouver en fait dans la période boréenne de Van Gogh un rapport avec ton livre. Je pense notamment à ce tableau Le Semeur, où à la fois le personnage est très ancré dans une réalité sociale, mais en même temps le trait est extrêmement dur.
est extrêmement choquant de par les contrastes qui sont donnés. Et, si, et finalement, dans la façon dont tu fais presque systématiquement des fresques sociales, mais à travers des individus, il y a quelque chose de stylistiquement intéressant, parce que aussi tu fais complètement appel au corps, quoi, à l'organique. Il y a quelque chose il y a quelque chose de l'ordre d'une matière qu'on peut sentir, toucher, étaler là-dedans. C'est un livre dans lequel en fait, ça baisse, ça chie, ça pisse, ça rôde, ça éjacule, euh, ça rampe. C'est le désir qui est presque constamment frustré, comme si en fait toute forme de relation à l'objet, à l'autre, était en fait une forme consumériste, c'est-à-dire une forme de consommation qui amène systématiquement un désir de plus en plus frustré et toujours là. Et alors, c'est aussi assez... Le temps majeur, c'est du temps présent, quoi. Donc parfois, tu as presque l'impression d'être presque dans de l'écriture de cinéma documentaire, comme si tu essayais de plaquer un réel comme ça qui venait de te tomber dessus. Est-ce que, par exemple, dans ton processus d'écriture, tu te dis, ben, tiens, en fait, là, je suis en train de me balader à Dinan, il y a ce clodo sur le square, j'écris maintenant, ou est-ce que c'est quelque chose que tu fais plutôt solitairement en revenant chez toi? Est-ce que tu écris en situation, ou est-ce que tu écris par après de manière rétrospective? Si ma question n'est pas claire, faut pas Si, hésiter si, à si, me dire. si. Mais- Je prends des notes en situation, mais je retravaille beaucoup rétrospectivement. Mais je prends des notes en situation. Mais je pense que le temps présent et les corps, ça, bizarrement, par rapport à la première question que tu posais, je crois que ça vient beaucoup du théâtre. Ouais. Parce que le temps présent, c'est le temps de la représentation et le temps qu'on vit ensemble, enfin voilà, le temps qui se déroule, quoi, le temps de la réalité partagée. Et les corps, c'est le sujet du travail de scène. Enfin, on peut en avoir d'autres, mais pour moi, c'est vraiment ça le plus. C'est la coprésence, quoi, l'acte le plus fort, le plus. Et ça, je crois que je pense que ça vient vraiment d'être aussi attentif à ça dans une écriture poétique. Ça vient d'avoir passé beaucoup de temps à faire du théâtre, je crois, à regarder les corps et à se demander comment ça fonctionne et comment on peut, je sais pas, les apprivoiser. Ça, je crois que ça vient vraiment fort de ça. Mais sur le geste d'écriture, je prends pas mal en situation, mais je retravaille quand même beaucoup derrière. Ouais. C'est pas des premiers jets qui sont comme c'est présenté, quoi. Voilà. Bah, du coup, ce serait peut-être intéressant de vous présenter justement un poème qui illustre bien ce style très direct, très presque documentaire, quoi, avec un poème que tu vas nous lire, du coup, et dont le titre est, cela dit, assez évocateur, puisqu'il s'appelle Ordure. Ça marche. Il faut que je le retrouve. J'aurais peut-être dû noter les pages. Voilà. Je fais les poubelles à la recherche d'un vieux mégot. J'arrête d'arrêter pour la xème fois. Toujours cela me reprend. Mes poumons réclament leur dose de tabac. Mon esprit trop faible cède à ma chair en manque. Faiblesse de la volonté, cruauté de l'abstinence. Une privation en appelant une autre, mon cerveau se remémore le dernier cul que j'ai baisé. Soudain, ma verge se réveille. Je me retrouve les mains dans les ordures avec la trique, alors que sur mes couilles, c'est la nouba d'éthique. Je farfouille les immondices, me mets sur les doigts un restant de graisse et de plats aux épices. Je suçote mes phalanges, ce n'est pas si mauvais. Je retrouve enfin un bout de cigarette, caché entre deux canettes, derrière quelques papiers. Je m'en vais l'allumer et me branler.
Mais donc voilà, il faut quand même un certain courage, et c'est ça qui est assez appréciable, je trouve, dans l'écriture poétique en général. Et ça, c'est aussi ce qui m'a flashé quand j'ai reçu, quand j'ai imprimé le manuscrit et que j'ai été picolé à l'Athénée pour le lire, quoi. Je me suis dit, ok, le mec est dingue, quoi. Et la question que tu te poses, c'est tu te dis, mais en fait, à quel moment de ton existence tu te dis, bah tiens, j'ai envie de dire ça aux autres, quoi. Parce que tout le monde va faire semblant, mais des situations aussi pathétiques que celles qui est décrite dans le poème, en réalité, on l'a tous vécu, que ce soit plus ou moins individuellement, ou plus ou moins en rentrant d'une soirée de merde où il s'est rien passé, où t'es quand même bourré comme un con, et puis t'as perdu ta carte bancaire, ton tabac, tes machins et tout, quoi. En fait, oh, toi, tu peux parler, mon vieux. Parce que depuis qu'il est papa, il fait semblant, mais je peux vous en raconter des belles, quand même. Mais à quel moment tu te dis, tiens, j'ai envie de dire ça aux gens, j'ai envie que les gens le sachent. Est-ce que c'est presque dans un désir de rencontre, tiens, reconnaissons-nous à travers cette part de pathétique, ou est-ce que c'est plus presque dans un désir aussi de provocation, parce que ce livre n'est pas exempt de provocation en soi. Quelle part de ton âme a envie de se dévoiler comme ça? Je sais pas. Après, il y a quand même... Ouais, je sais pas comment expliquer. Bon, moi, j'adore... Enfin, mais on a tous de la curiosité. Enfin, je sais pas comment... Une forme de curiosité. Moi, j'ai une curiosité absolue sur c'est quoi l'intimité des gens. Comment ça se construit, l'intimité, c'est quoi, où est-ce que ça se véhicule. Vraiment, enfin... Après... je pense qu'on l'a tous, hein, enfin, on fantasme, etc., plein de choses, mais moi, vraiment, parfois, quand je me regarde dans l'intimité et que je fais des trucs, je suis là, waouh, c'est quand même ça, un être humain. Enfin, il y a quand même un truc un peu vertigineux où tu fais des trucs et tu es là, waouh, purée, je suis vraiment capable d'être à ce point, d'être dans la duplicité à ce point, dans la représentation sociale que j'ai et dans mon intimité. Enfin, tu vois, je veux dire, quand tu fermes la porte de chez toi ou que tu clôt le volet de ta sociabilité, je trouve ça fascinant, vraiment. Et comme je trouve ça fascinant, je suis quand même... Voilà, c'est pas de l'ego trip. Je trouve ça fascinant parce que je me dis, ok, si moi je fais ça, mais qu'est-ce qu'ils font les autres? Qu'est-ce qu'ils sont en train de trafiquer là avec leur intimité? À quel moment ils se branlent? À quel moment ils font des trucs un peu chelous comme ça, l'air de rien et tout? Et c'est pas pervers, c'est vraiment genre juste, ah ouais, c'est ouf quoi. On est tous des êtres humains, on est amenés à être ultra sociabilisés tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, ça me fascine les moments où je sais pas, ouais, tous ces endroits, tous ces petits endroits de... Enfin, comment on trafique les choses, comment on s'arrange avec le réel tout le temps, comment on crée de la représentation sociale tout le temps, et qu'en même temps, on a besoin, on a besoin que la chair exulte, quoi, on a besoin de trucs, etc. Et ça, vraiment, c'est ma première... c'est vraiment un endroit dont je suis très curieux, peut-être de manière un peu perverse, et je le sais pas, ou peut-être un peu assumé, mais voilà. Et donc, de fait, comme je ne vais pas parler de celle des autres, puisque ce serait quand même malvenu de ma part de parler de celle des autres, alors que je ne la connais pas, je parle de la mienne. Voilà. Je parle de la mienne parce qu'il vaut mieux ça. Enfin, je veux dire, au moins, je suis sûr qu'on ne peut pas dire autre chose. Enfin, voilà, je parle de la mienne, du coup. C'est pas tant de la provoque, c'est vraiment, je crois, comme dans le début de ce qui est dit, quoi, je trouve... encore plus aujourd'hui, qu'on est tellement dans un lissage absolu des êtres, de ce que ça représente, du fait qu'en fait on est faillible, qu'on est de la chair, qu'on est des corps, qu'en fait on a des désirs, qu'on a des frustrations, qu'on est des fluides, que c'est la merde d'exister avec un corps qui est la plupart du temps défaillant, mal foutu, et que tout est organisé aujourd'hui d'une certaine manière pour que tout soit fluide et soit lissé, que c'est vraiment une envie, ça me fascine les endroits où ça craque, où il y a du fluide, où il ne devrait pas y en avoir, où il y a par rapport à cette société qui est quand même dans une grande tendance hygiéniste de sa représentation, etc. Enfin voilà, ça, je ne sais pas si j'ai répondu. Et oui, il y a de la provocation, il y a un peu une envie, enfin voilà. Après, je peux pas nier, j'ai été biberonné à des choses, enfin il y a quand même une veine littéraire dans laquelle il y a aussi ça, quoi. Moi, j'adore la poésie de Bukowski, il n'y a rien à faire. Enfin, voilà, il parle d'un tas de choses qui sont compliquées, et par rapport à son corps, son alcoolisme, le travail, son rapport au désir et tout, qui sont méga compliqués. En fait, je trouve que la poésie, d'une certaine manière, si elle ne va pas chercher ce truc un peu
Enfin, moi, j'aime en tout cas cette littérature et cette poésie-là, qui va chercher un peu, ouais, l'endroit où ça va pas, où ça faillit, où ça parle d'en bas. Ouais, voilà. Mais je peux pas nier que, ouais, Bukowski, par exemple, c'est vraiment un truc que j'ai beaucoup lu et qui, du coup, a un peu influencé ça, par exemple. Et donc tu parles de lissage et d'hygiénisme. Ouais. Il y a une critique assez sous-jacente du capitalisme dans une bonne dose d'humanité, mais il y a aussi une forte critique de la société de consommation, et notamment de la manière dont elle nivelle tout, je ne vais pas dire vers le bas, mais la manière dont elle met tout presque à égalité, et la manière dont en fait elle est un espèce de titillement constant du désir, et du désir qui ne peut jamais être vraiment assouvi. Est-ce que justement dans cette opposition avec le bourgeois qui est évanescent dans ton livre, et la marge, le vaincu qui lui est décrit jusque dans son plus sordide, est-ce que justement tu n'essayes pas de... C'est pas une manière de t'ériger contre ça, contre ce lissage, contre cet hygiénisme-là? Ouais, c'est sûr. Et puis, je sais pas, la bourgeoisie, pour moi, c'est l'art des formes, quoi. La bourgeoisie, c'est toujours comment mettre en forme tout. Et sa colère, et son désir, et ses angoisses. Je pense que vraiment la classe bourgeoise a cette grande faculté de rendre beau absolument tous ses affects. Ou en tout cas de je sais pas, de les rendre désirables, magnifiques, etc. Et je trouve que enfin voilà, justement, c'est ce que je dis au début, cet effort de tenue. Moi, j'aime quand on en est incapable, en fait. J'ai une affection profonde et une tendresse profonde pour les gens qui sont incapables et de savoir quoi foutre avec leur colère, et de savoir quoi foutre avec leur peur, avec leur désir, avec leur... Enfin, vraiment, je trouve que c'est plus... Enfin, c'est plus beau, c'est plus humain. Enfin, je sais pas comment expliquer, quoi. Si je dois, en tout cas, parler dans ce rapport de classe, voilà. Il y a un truc comme ça, je sais pas si j'ai répondu à la question, mais il y a un truc comme ça où, ouais, la tenue, la beauté, la mise en forme, quoi, la question de la mise en forme, de savoir bien mettre les formes sur les choses, de savoir bien les enrober. Alors, c'est marrant parce que à mesure que le livre avance, au début, le livre est assez dans des constats très amers, sur une description très crue des choses. Et il y a deux événements qui viennent conjointement, qui est la mort d'un être que tu as aimé et que tu aimes sans doute encore, et le confinement. Et étrangement, c'est à partir de là que non seulement le style se met à changer, il commence à adopter quelque chose d'un peu lyrique. Je vous en lirai un extrait tout à l'heure, et où peut-être finalement commence à apparaître l'espoir. Et tu finis même par un poème qui est rempli d'injonctions, qui est rempli de désir de dire à l'autre allez, on y va en fait. C'est pas possible d'accepter ce qu'on nous a fait, à savoir le confinement, à savoir plus précisément l'interdiction qui a été faite à un certain nombre de gens d'enterrer dignement leur mort, quoi, de dire dignement au revoir à qui ils aimaient. Et donc c'est étrange que par contraste, dans ce moment qui aura été sans doute pour la plupart un des moments les plus désespérants de nos existences, tout d'un coup l'espoir revient. C'est pas tant une question qu'un commentaire que je fais, mais je vais du coup, pour illustrer ça et quand même un petit peu détendre, un peu redescendre et lire un poème lyrique comme ça qui tombe tout d'un coup et qui a presque, là pour le coup, l'air de ne se justifier que pour sa propre forme, étrangement. Si je le retrouve. Ça s'appelle Un jour dans les vignes. Je sais des chemins de traverse, des lieux mystérieux et cachés. Je sais des endroits secrets où des figues poussent à des clôtures, où des murs envahissent la route. J'ai trempé mes pieds dans des ruisseaux, j'ai barboté dans des eaux stagnantes. Je l'ai fait
Tant pour me rafraîchir que pour me couvrir de limon, j'ai cuit ma peau au soleil, j'ai marché encore et encore, cherchant dans mes pas le point où mes jambes ne me porteraient plus. J'ai laissé les sauterelles recouvrir mon corps, j'ai massacré des cigales à coups de bâton sous les cris effarés des martinets. Je me suis montré cruel, comme un enfant divin. J'ai mangé à pleine bouche des fruits pourris sur le bord des chemins, je me suis battu avec des chiens au détour des carrefours, j'ai cueilli le thym, la lavande, le romarin. J'ai dormi d'un sommeil aveugle dans des cimetières à l'ombre des cyprès. Quand je reviendrai là où les rues crissent, où les hominidés effrénés s'agitent le long des grands immeubles sans vie, quand les humiliations surviendront, quand la mort et le mépris pointeront leurs gueules avides, quand je serai la risée des courtisans de cours fantoches, il me restera au creux de la chair un endroit noirci, calciné, un sanctuaire sous l'épiderme. Quand il faudra tenir tête à la suffisante, c'est là que j'irai me réfugier pour observer l'excitation des bêtes de foire et de leurs maîtres savants. À chacun ses talismans pour se prémunir du mauvais sort et des charlatans. Il n'a pas l'air physique. Ça va. Et depuis le temps, en plus, quoi. Là, c'est bien. Voilà, on va bientôt arriver à la fin de cette rencontre. J'espère que ça vous a ouvert un peu l'appétit et peut-être que pour terminer ça sur une note qui donne envie, sinon d'aller brûler Paris, au moins de cramer des poubelles dans Anderlecht, on peut terminer par le dernier poème qui s'appelle Brûlot du dehors et qui est de l'ordre de ces injonctions insurrectionnelles dont je vous parlais tout à l'heure. À force de se distancier, on perd les camarades de vue. On finit sous l'œil flic de son voisin complice. Il n'en aura pas fallu beaucoup pour que les capots sortent sur leur capote d'anonymat. Ce n'est pas un pays de moutons, mais une nation de chiens de garde. Debout à s'y coucher le beau. Ça obéit au doigt. Que chacun lève son verre de gel. Noyons la vie et ses bactéries sous des flots de javel. Mesdames, messieurs, à partir de maintenant, on ne parle plus qu'à papa, maman et les enfants. Pour les autres, foutez-vous-le bien au cul, tout simplement. Que tout le monde reste chez soi, en bon petit bourgeois. Ceci est une ordonnance d'État. Les cours d'école sont vides, les cimetières se remplissent, les vieux crèvent à l'hospice, chacun, chacune, depuis son balcon applaudit. Les zombies sont à l'intérieur, les derniers vivants dehors. Il nous faut sortir de l'enclos, sauter par-dessus les barrières, arracher à la vie un peu de son suc. Poussons des hurlements, des ululements, des bêlements, des vagissements. Désertons les endroits safe où règne la consensualité des gens de même bord, des personnes du bon cru, des citoyens et citoyennes exemplaires. Emparons-nous de pans de territoire où aucun QR code n'est exigé pour circuler. Organisons des banquets sauvages, défilons dans des carnavals furieux, à l'heure des jauges limitées et des accès restreints. Ouvrons portes et fenêtres. Brassons sans modération nos altérités. Tant pis s'ils nous traitent de criminels, sans voir les cadavres à leurs pieds. Brûlons, brûlons, brûlons. Dans l'âtre, ajoutons encore de l'essence et du charbon, que nos corps sanitairement invalides rougeoient. Sous les constellations de nos humanités, accomplissons nos trajectoires d'éphémérides. Soyons comètes disgracieuses, filant, déchirant les cieux de la précaution. Que ceux et celles qui lèvent la tête, oublient les néons de la pensée, détournent les yeux du clignotement des dictats, puissent se dire « Tiens, voilà une étoile », et en demeurent éblouis, au risque de leur laisser le constat amer qu'ils vivotent sur un astre mort.
C'est bien entendu. Peut-être que quelqu'un a des questions. Peut-être c'est vrai, j'avais pas pensé. S'il y a des questions. Je vais juste faire un compliment sur mon monstre parce que je découvre beaucoup de mon choix depuis quelques temps, d'une certaine manière. Des rencontres, des trucs comme ça, voilà. Et il y a une intelligence de vie, j'en ai parlé avec une des personnes à tantôt, qui justement là-bas, c'est une des régions où il y a excusez-moi, pour ceux qui l'ont fait, je ne suis pas dans le jugement, chacun fait ce qu'il veut, mais j'étais scotchée de cette intelligence de vie de ne pas se sentir obligée de le faire. D'accord. Et voilà, pour moi ça a été génial de voir qu'il y a des gens qui osaient être ce qu'ils avaient envie d'être sans, et qui avaient leur propre discernement par rapport à beaucoup de choses. Et voilà, ça me conforte de retourner encore dimanche prochain. Ah ben voilà. Excellent. C'est la vie, Ouais, ouais c'est ça. Ça, c'est sûr et certain. Et oui, c'est ça. J'ai lu le premier poème, je suis contente d'être là. Ouais. Super. Oui. Est-ce que on peut se tutoyer? Ouais. Est-ce que tu savais dès le premier poème qui est dans ton recueil que tu voulais être publié, que tu voulais que ça soit lu par beaucoup de gens, ou est-ce que voilà, c'est une fois que tu as eu un certain stock de matière que tu t'es dit peut-être que si j'en retravaille quelques-uns, je pourrais faire un projet d'édition? Ouais, c'est plutôt ça, c'est plutôt la seconde chose. C'est plutôt de l'agrégat depuis longtemps, de choses que j'ai écrites. Après, il se fait que il y a eu un endroit, un moment, enfin oui, c'est ça. J'avais une série de textes, à un moment je les ai mis dans un fichier commun, et puis j'ai trié, j'ai essayé de les mettre ensemble et de faire en sorte que ça se réponde, ça crée quelque chose et tout. Mais ce qui s'est aussi passé, c'est que j'ai envoyé comme une première proposition de ce que pourrait être un recueil, et que c'est quand même beaucoup dans le dialogue que ça s'est construit aussi, et que des choses se sont ajoutées, et que il y a certains textes que j'ai été repêchés, il y en a d'autres que enfin non, il n'y en a pas beaucoup qu'on a exclus, je pense qu'il n'y en a même pas, mais il y en a qui se sont ajoutés, qui ont été repêchés du coup au fur et à mesure. Et ça, c'est vraiment dans le dialogue avec la maison d'édition que ça s'est passé fort, en me disant tiens, mais celui-là en fait on pourrait, et ça s'est dessiné vraiment dans ce dialogue-là, parce qu'au début je savais pas très bien, enfin je suis pas toujours sûr, mais je savais pas très bien quel était le fil. En théâtre on dit la dramaturgie, mais ouais, quel était quel agencement ça créait, qu'est-ce qui se créait quoi. Et c'est vraiment parce que ça fait quand même presque 2 ans, hein, je crois, avant que ça ait été édité, qu'on a un peu échangé et tout. Et le regard a amené quelque chose. Et ça, c'est vraiment... Enfin, ça, c'est vraiment le rapport à l'édition que je trouve très chouette et que j'avais jamais éprouvé aussi en théâtre. En fait, un regard... En théâtre, en gros, les textes qui ne sont pas montés, ils ne sont pas édités. Enfin, ou très peu. Enfin, bref, c'est très compliqué, etc. Ici, c'était la première fois où j'avais vraiment un rapport à l'édition qui est très différent, c'est-à-dire que ça allait... Il n'était pas fini, quoi. C'était pas fini, c'était en chemin. Il y a eu la possibilité que ça continue à être en chemin. Voilà. Et donc, c'est plutôt un agrégat. Je ne savais pas du tout au premier texte que ça allait être ça. Et d'ailleurs, comme disait Roland, le premier texte, en fait, finalement, c'était pas... moi, je n'ouvrais pas du tout le recueil par ça. C'est lui qui m'a dit mais retravaillons et fais en sorte qu'on puisse ouvrir avec cette lettre-là. Enfin, voilà. Donc, je l'aurais jamais supposé. On va boire une bière? Non, il y a une question. Moi, je voulais savoir, entre la scène et l'écriture, vous vous sentez mieux d'avoir? Je préfère écrire, je crois. Enfin, en tout cas, non, si je devais... c'est pas... Parce que, pourquoi j'ai posé la question, en tant qu'artiste, on ne peut pas faire les deux choses, on ne peut pas faire plusieurs choses à la fois. C'est comme celui qui joue le jazz. Il ne peut pas jouer une musique qui est classique, impossible. Vous voyez que, avec l'écriture et la scène, vous vous sentez mieux dans quoi déjà? Alors, je dirais je préfère écrire, je ne suis pas sûr. En fait, j'adore les deux. Si je devais en garder qu'un seul, si on me mettait un fusil sur la tempe, je dirais je continue à écrire. Voilà.
plutôt qu'à jouer sur scène. Après, oui, effectivement, j'entends ce que vous dites par rapport aux artistes qui se spécialisent dans quelque chose. Après, pour moi, c'est plus comme être un multi-instrumentiste que comme choisir un genre particulièrement. Ce que j'adore avec la poésie et avec le théâtre, c'est que c'est des arts littéraires finalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mineurs. La poésie, on pourrait penser que c'est majeur, mais en fait, c'est assez mineur. Oula, on va se débiser. Non, mais c'est majeur dans l'histoire de la littérature, mais c'est mineur dans la représentation, dans la masse, etc. Enfin, bref, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Non, mais c'est majeur. Allez, Homer, casse-toi. Non, mais dans ce qui se vit en termes de littérature, c'est qui lit de la poésie. Enfin, ça restera toujours un grand mystère. Ça restera quand même toujours. Et en même temps, c'est génial. En même temps, c'est génial, mais ça reste un grand mystère. Voilà. C'est majeur d'une certaine manière, mais c'est mineur dans la concept. Enfin, voilà. Et donc pour moi, c'est pas si antithétique que ça. D'autant que il y a quand même et sur le théâtre et sur la poésie ce rapport à l'oralité qui est vraiment au même endroit. En fait, c'est fait pour être dit. La poésie, c'est fait pour être dit à la base, fort. Et le théâtre, c'est fait pour être dit aussi. Donc c'est comme multi-instrumentiste, quoi. C'est pas un genre différent, c'est un instrument différent. Je souhaite beaucoup de courage. Merci. Il faut le courage. Oui, il faut le courage. Ouais. C'est ça. Ou la bière. Oui.